Donc Virginie Grandhomme donc, de la chaire, vous présenterez un petit peu individuellement, mais déjà donc, vous présentez déjà dans les grandes lignes. Virginie Grandhomme de la chaire Réalité Audencia. Corentin Pronost, donc Nexity, aménagement des territoires, mais vous expliquerez un petit peu aussi ce que vous faites exactement. Fabien Palfroy, donc, qui est vice-président de la Chambre des géomètres experts du département, et Aurélia Adam, urbaniste et dirigeant de Résonance, donc agence d'urbanisme à Écouflant, tout près d'Angers. Marie-Hélène est venue là pour soutenir ce territoire. Bravo. Virginie, alors, donc vous dirigez cette chaire. En quelques mots, oui, prenez chacun votre micro. On a tous la chance d'avoir un micro aujourd'hui, ce qui est quand même une chance, et on pourra s'interrompre. Que faites-vous alors chez Audencia exactement? Alors, bonjour à tous, merci pour votre accueil. Donc la chaire Réalité Audencia faire vivre l'intelligence des territoires, c'est un petit organe de recherche privé qui se donne pour ambition en gros d'alimenter les débats entre les élus, les faiseurs et les chercheurs, et un peu de pédagogie aussi, donc les étudiants de l'école, sur l'aménagement des territoires et la fabrique de la ville. Pour ça, on a des véhicules de recherche. On fait des portraits d'opérations saisies dans leur territoire. On a des recherches thématiques sur des questions qu'on estime, nous, être à la pointe, donc notamment la perception de la densification, pour citer les travaux d'un collègue qui est présent dans la salle, et aussi des objets qui sont un peu plus facilement assimilables, comme des petits déjeuners où on invite des chercheurs qui travaillent sur ces questions, ou des formats courts où on saisit un peu l'actualité du moment. Donc évidemment, je vous invite à aller consulter le site de la chaire pour en savoir un peu plus, et je me tiens à votre disposition à la suite des débats pour en échanger plus en détail. Merci. Corentin, donc pas de transformation, mais aménagement des territoires. Alors, bonjour, moi je travaille chez Villes et Projets, en fait, qui est la filiale aménagement et grands projets urbains de Nexity. On a un métier d'aménageur vraiment classique, exactement comme pourraient le faire des sociétés d'économie mixte. On travaille depuis Paris, mais sur toute la France. Donc un métier d'aménageur et puis aussi d'ensemblier, c'est-à-dire qu'on va, pour des grands projets urbains, mobiliser les filiales du groupe Nexity qui sont spécialisées en logement, en commerce, en bureau pour développer des projets mixtes. Voilà ce qu'on fait. Merci. Fabien. Bonjour, donc Fabien Palfroy, je suis géomètre expert, je suis élu à la Chambre départementale de Loire-Atlantique. Le métier de géomètre, vous le connaissez tous, et c'est à l'image de ma formation. On a une partie technique, moi j'ai une formation d'ingénieur, et on a aussi une approche juridique. J'ai une formation en droit immobilier à l'ICH, et on intervient donc sur la propriété avec tout le panel, le propriétaire privé, l'opérateur qui va valoriser son terrain, l'acquéreur dans le cadre de jeunes couples, par exemple, qui achètent leur premier logement. Et on s'interroge notamment la profession, nous, dans le cadre de l'évolution de la loi, sur comment est-ce qu'on modifie la forme d'habitat. On nous a souvent reproché, les géomètres, de travailler sur l'étalement urbain. Et donc, ça nous interroge beaucoup et c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses et prendre part à ce défi-là. Donc Aurélia Adam, donc urbaniste paysagiste localisé à Angers pour Résonance Urbanisme et Paysage. Donc nous on intervient à différentes échelles en fait de territoire. Donc déjà à l'échelle nationale et outre-mer en fait pour tout ce qui est études territoriales, accompagnement des collectivités territoriales justement dans l'évolution du paysage et de l'urbanisme français. Et ensuite on va travailler sur tout ce qui est projet préopérationnel, renouvellement urbain en urbanisme. Et on va porter également tout le volet maîtrise d'œuvre urbaine et paysagère dans le cadre du suivi de nos opérations. Donc ça plutôt à l'échelle du Grand Ouest, pour rester à proximité de nos bases. Très bien. Si on rentre dans le vif du sujet, donc ZAN, on en a parlé, enfin on va en reparler, peut-être avec Corentin, faire un petit point où on en est de la réglementation. Éviter, réduire, compenser, sous-entendu donc les atteintes à l'environnement. Où est-ce qu'on en est de ces réglementations qui sont souvent vécues un peu... On parlait d'injonctions contradictoires, et là aussi, dans l'aménagement des territoires, ces injonctions sont très fortes. Corentin, où est-ce qu'on en est un petit peu de la réglementation? Alors, je ne sais pas si je vais faire un point réglementaire, mais en tout cas, le ZAN, je crois qu'il y a un consensus sur l'objectif. C'est-à-dire que tout le monde est en phase sur le fait, quand je dis tout le monde, c'est les collectivités, les opérateurs, la profession, qu'il faut aller vers plus de sobriété foncière, qu'il faut limiter, maîtriser l'imperméabilisation, l'artificialisation des sols, l'étalement urbain. Donc ça, pour moi, il y a vraiment ce consensus-là qui est partagé.
Alors, il y a eu des difficultés, des frustrations dans la mise en œuvre, dans les premières étapes effectivement du ZAN, parce qu'il y a quand même beaucoup de collectivités qui se sont vues contraintes dans leur projet de développement, parce qu'il y a des zones AU qui ont été gelées, parce que la méthode était, et l'est sans doute encore un petit peu, assez descendante, assez centralisée. Là, il y a eu au mois de juillet une proposition de loi sénatoriale là, qui a été votée, mais qui était transpartisane, qui a fait quand même plutôt l'unanimité sur des ajustements dans la mise en place du ZAN, avec un droit au projet qui est laissé à toutes les collectivités pour pouvoir travailler sur des surfaces d'1 hectare, avec des instances de gouvernance qui ont aussi évolué en associant davantage les collectivités, c'est la conférence ZAN. Donc il y a ces ajustements en tout cas qui vont sans doute permettre d'enclencher un petit peu mieux les choses. Malgré tout, il y a effectivement un sujet sur le foncier, la rareté du foncier, et il faut s'adapter. Les opérateurs vont devoir s'adapter en travaillant, en amplifiant en fait le travail qui est sur la rénovation de l'habitat, sur l'intervention sur les friches, et puis notamment sur les zones commerciales, sur les entrées de ville. Et il y a un focus actuellement sur ces sujets-là des entrées de ville. Aurélien, comment on fait justement pour mobiliser les forces? On parlait des entrées de ville, la requalification de certains sites industriels, même on parlait de certaines zones portuaires ou zones SNCF. Comment on fait justement pour mobiliser les forces en présence? Et j'imagine aujourd'hui que vous êtes un petit peu à l'épicentre de cette mobilisation. Je pense que ça va dépendre vraiment des configurations de projets. Quand on a des projets portés justement par des collectivités, on va déjà avoir des forces mobilisées déjà au regard du questionnement de ces secteurs. Quand on est plutôt sur une approche en fait, où la mobilisation se fait par le privé, on est des fois appelé par des promoteurs qui veulent re-questionner ces sujets-là. On est dans une autre démarche où il faut aller convaincre les élus, convaincre du bien fondé du projet. Donc c'est vraiment très variable. En tout cas, une des données qui est assez importante, c'est dans notre travail, ça va être de prendre en compte vraiment le contexte général pour voir justement quels sont les acteurs à mobiliser à la bonne échelle, de manière à avoir tout le monde autour de la table dès le départ. Ne pas attendre en fait trop longtemps pour se questionner justement sur cet avenir et cette transition à mettre en œuvre. Virginie, je vous voyais opiner quand Aurélien parlait des élus. Vous en rencontrez peut-être au quotidien, même souvent. Comment vivent-ils justement l'aménagement de leur commune ou de leur ville? Alors, je pense que ça a toujours été un objet, un sujet pour eux d'intérêt dans le cadre des mandats. Dans le cadre de l'application du ZAN, il faut mesurer la véritable interrogation face à laquelle ils sont. Ils sont devant une injonction très technique, difficile à paramétrer sur les territoires. Il va aussi y avoir des arbitrages à faire entre territoires qui sont parfois rassemblés dans des intercommunalités. Et donc là, on va rejouer des concurrences, etc. Pour les élus, c'est très difficile de faire atterrir le ZAN dans ses applications. Donc il va y avoir besoin de conseils, d'accompagnement de la part des instances, des instances gouvernementales, de toutes les agences qui vont pouvoir fournir de l'expertise. Mais je dirais que si les maires sont vécus aujourd'hui comme étant frileux à construire et à bâtir, dites-vous que ça va être encore pire sans doute dans les mois qui viennent, parce que cette fois-ci, ils ne vont pas savoir comment, même s'ils le veulent, ils ne vont pas savoir où. Et en plus, ils vont avoir besoin d'envisager ce qui va être la compensation, ce qui est encore un objet intellectuel plus complexe qui est devant nous, pour quels espaces renaturer. Toutes ces péréquations-là sont des choses, je dirais, très techniques et qui n'ont pas encore infusé chez les élus et auprès de leurs services. Donc là, je pense que les différents acteurs, notamment les acteurs privés, vont faire une partie du travail pédagogique. Il va y en avoir besoin. Aurélien, vous partagez ce point de vue? C'est vrai que cette loi, elle est un peu arrivée finalement de nulle part. Et début d'année dernière, quand on a commencé à en parler, il faut se remettre, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était 1 an et demi, on avait du mal à la comprendre, on avait du mal à y croire. Et on a vu une différence avec les services, les grosses communes, les métropoles qui avaient des services techniques en interne qui ont commencé à se mobiliser sur le sujet, et les territoires un peu plus ruraux, où nous, en tant que géomètres, on se rendait compte que les élus n'avaient pas compris cette loi. Je ne sais pas si elle a vraiment été expliquée, elle est arrivée d'en haut. Et les propriétaires, aujourd'hui encore, alors qu'on voit bien que tous les professionnels, on l'a intégré, on a compris qu'il fallait arrêter de s'étaler, on a encore des propriétaires, nous, dans notre activité, qui nous disent « je garde ce terrain-là, il n'est pas constructible, mais demain, il va passer constructible ». On essaye de lui expliquer que c'est plus le sens de l'histoire, mais ils ont du mal à décrocher. Et c'est vrai que
cette loi, elle est tellement énorme de dire on ne construit plus et on va arrêter, on va reconstruire la ville sur la ville et on ne pourra même plus construire intellectuellement, c'est même plus faire d'extension dans son jardin. C'est-à-dire que demain, on a une maison et un grand jardin d'espace vert, on ne peut plus artificialiser. C'est vraiment ça la finalité de la loi. Et j'ai l'impression qu'on a encore du mal, en tout cas les gens qui ne sont pas de la partie, et ça représente la grande majorité de la population, à l'intégrer. Corentin, vous partagez, c'est ce que vous vivez au quotidien également? Oui, complètement. Alors, ça implique de repenser la manière d'aménager, de construire. Effectivement, construire dans son jardin, ça va être beaucoup plus difficile. Je parlais tout à l'heure à l'échelle d'une friche. À l'échelle d'une friche, à l'échelle des zones commerciales, des entrées de ville. Il faut repenser un petit peu les modèles. Par exemple, les zones commerciales, il y a un focus là en ce moment là-dessus, puisqu'il y a un AMI sur le plan de transformation des zones commerciales qui a été lancé cette année. Il y a l'extension du dispositif Cœur de Ville qui s'étend aussi sur les entrées de ville. Donc on voit qu'il y a des moyens qui sont mis, de la puissance publique, des financements qui vont vers ça. Et pour autant, il y a des blocages parce que les fonciers sur les entrées de ville sont toujours assez chers. Il y a des activités commerciales qui perdurent, même si c'est sur des espaces qui sont peu denses et peu qualitatifs, ce qu'on appelle les boîtes à chaussures. Il y a toujours quand même de l'activité, des chiffres d'affaires et des valeurs foncières. Donc ça va supposer un changement dans les méthodes, notamment d'aménagement. On ne va plus être sur des opérations d'aménagement de ZAC où l'aménageur va racheter tout le foncier comme si c'était du foncier agricole, mais être plutôt dans des dispositifs d'accompagnement, de partenariat entre des opérateurs, des foncières de commerce et puis des opérateurs promoteurs. Nous, par exemple, chez Nexity, là, on a signé cette année un partenariat avec Carrefour sur 76 sites de Carrefour pour densifier, faire des projets mixtes de logement, de commerce, de bureaux, créer des quartiers sur des parkings sous-utilisés de Carrefour. Et il y a un partage à la fois de la valeur du foncier et de la valeur de la promotion immobilière et de la marge et de la rémunération sur l'opération. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de partenariats comme ça, publics, privés, et de l'urbanisme négocié et encadré par les collectivités et les aménageurs. En tout cas, sur ces sujets. Partenariat, hybridation, oui. Oui, mais je pense qu'on a un fantasme en ce moment, c'est vrai, sur les zones d'entrée de bourg, où on se dit c'est la ville de demain. On a du foncier qui est déjà artificialisé, donc on n'a pas la problématique de renaturation, mais il y a une vraie problématique de la propriété. En fait, on est sur un propriétaire du sol qui est différent de l'exploitant, donc on a le coût d'achat du terrain, on a le coût d'indemnité d'éviction. Des coûts de dépollution, enfin il y a tout. Le coût de dépollution, on a des intérêts qui vont être divergents et arriver à mobiliser ce foncier-là, plus des montages. Dans des centres commerciaux, on a généralement des divisions en volume, des copropriétés. Et finalement, se dire c'est la solution, je pense qu'on va vite arriver à se heurter à la réalité opérationnelle. Alors, il va falloir imaginer des montages, comme tu disais. Moi, je crois beaucoup au partenariat, notamment au partenariat public-privé. Le public a les outils, c'est-à-dire qu'ils ont la préemption, ils peuvent mettre en place des OAP, ils peuvent faire de l'expropriation, mais ils n'ont pas l'opérationnel. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à trouver un montage sur des partenariats pro-privés pour que le public fasse sortir le foncier, puisqu'il va être de plus en plus difficile à faire sortir, et que derrière, on arrive à y associer le privé, qui lui a l'opérationnel et arrive à sortir les projets, puisque dans le public, c'est toujours un petit peu long. Alors, à voir quelle organisation on trouvera derrière tout ça, mais je pense que la solution va être sur ces aspects-là. On a un point de blocage, moi, que j'ai rencontre sur des opérations aussi régulièrement. La collectivité a un foncier, le vend à un privé, et dit vous allez me faire une salle polyvalente en bas ou un équipement public. Et on a par exemple sur ces partenariats-là qui pourraient être du gagnant-gagnant et accompagner ces échanges-là, des blocages, parce que rapidement, si la collectivité fait faire ce local public au privé, ça va être qualifié en marché public et on a des vrais blocages réglementaires derrière ça. Et je pense qu'il y a des choses à assouplir pour pouvoir les accompagner. Comment transformer le fantasme en réalité? Comment nouer des partenariats? Comment faire pour convaincre ce partenariat entre public et privé, Aurélien, d'après vous? Je pense qu'il faut qu'on arrive en fait à mettre les acteurs déjà autour de la table et qu'on arrive à travailler le projet au centre des débats. Le on et la collectivité, à mon sens, parce que là aujourd'hui, par exemple, on a des réglementations, les PLU qui sont en place. Donc les PLU, on est dans une planification urbaine, mais qui est déconnectée des fois d'une certaine réalité. Les OAP qui peuvent être des fois établis ne sont pas opérationnels.
Donc sur beaucoup d'opérations qu'on porte, les collectivités vont nous demander de travailler plutôt à l'échelle de ce qu'on appelle les plans guides, pour essayer d'être entre la planification urbaine et l'opérationnel. Et à ce moment-là, on va trouver de nouveaux acteurs à mettre autour de la table, et les acteurs peuvent être des habitants, mais également en fait du privé. Le problème, c'est qu'on est justement dans ce clivage public-privé, cette approche qui est compliquée à gérer de marché public, parce que quand on va y associer des acteurs privés, on rentre dans la question de la concurrence. Et pour autant, la réponse, elle est effectivement peut-être ni dans l'un ni dans l'autre, mais de se mettre autour de la table et pas oublier que notre cible première va être le projet et l'usager, l'évolution en fait, du territoire. Donc là-dessus, on est d'accord sur ce constat. Virginie, au niveau de l'usager, vous faites des études justement sur ces comportements. Comment intégrer l'usager dans cette démarche, entre guillemets, enfin peut-être pas entre guillemets, participative, pour justement qu'il y ait un mode de faire harmonieux au service donc, des territoires? Alors, je dirais que c'est sans doute une partie des solutions, c'est-à-dire que comme le contexte va se complexifier, qu'on va avoir de moins en moins de foncier, que ça va être plus difficile de construire, les citoyens, les individus au sens large vont veiller un petit peu plus sur leur paysage. Il va se passer pour ces fonciers ce qui se passe aujourd'hui pour les arbres. Ce sera difficile d'aller en couper n'importe où et n'importe comment, même si ce n'est pas fait dans cette perspective-là systématiquement. Donc, mais là aussi, on va avoir un coût d'entrée qui va être difficile. C'est-à-dire que les citoyens sont évidemment intéressés, ils ont une vision, mais on a un périmètre de vie qui, je dirais, est assez restreint, et un périmètre de compréhension qui est assez restreint en tant que monsieur et madame tout le monde par rapport à des gens qui sont des professionnels des sujets. Et il ne faut pas se leurrer, on n'emmènera pas tout le monde au niveau de technicité et de compréhension des enjeux pour que chacun puisse se prononcer de façon, je dirais, pertinente sur ces sujets. Donc on en revient finalement aux enjeux de la pédagogie et de l'appropriation de ces sujets qui peut être fait par les élus et leurs équipes. La participation sera un enjeu d'acceptabilité, de compréhension de la structuration des transformations dans le temps, mais ce sont bien nos représentants élus et les services qui sont auprès d'eux qui doivent porter les sujets. Sur les partenariats publics-privés, c'est vrai que cette division, c'est un frein, mais avant tout, cette division, elle existe pour protéger l'intérêt général, pour protéger les fonds publics, puisque là aussi, il faut avoir à l'esprit que ces moyens baissent tendanciellement en volume. C'est-à-dire que même avec la volonté de transformation qui est portée politiquement maintenant aux différentes échelles, européennes, nationales et locales, nos représentants vont être obligés de choisir un projet et pas un autre. Il va y avoir un enjeu, l'enjeu de financement va se poser très fort. Donc, c'est trouver les moyens du dialogue. Ces acteurs dialoguent déjà. C'est déjà un dialogue difficile. Je dirais que ça, c'est pas très nouveau. Qu'il faille parler d'autres choses et trouver d'autres moyens de bricoler ensemble, sans doute. Mais on n'est pas sur quelque chose qui change de ce point de vue-là. Et je pense que vis-à-vis des habitants, non plus. Voilà. On parlait de dialogue, mais on parle aussi de responsabilité. Parce qu'à travers la concertation, Corentin, lorsqu'on a préparé cette conférence, vous me disiez, oui, mais il faut impliquer en responsabilisant. Qu'est-ce que vous entendez ? Alors, il faut concerter, ça c'est évident. Et puis, c'est des pratiques maintenant qui sont ancrées dans toutes les démarches d'aménagement et depuis longtemps. Et en même temps, on a l'impression que l'opposition des habitants sur les projets, elle n'a jamais été aussi forte. C'est-à-dire qu'on demande au départ l'avis des habitants, mais ils disent non, en fait, moi, je ne veux pas de projet, je préfère laisser comme c'est aujourd'hui. Et puis, en plus, les problématiques environnementales sont devenues des motivations des habitants pour s'opposer au projet. C'est-à-dire, bah oui, on ne veut pas que les arbres soient coupés, on est contre l'étalement urbain, mais quand on intervient sur une friche, ils disent aussi, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous nous dites, vous faites un écoquartier, mais vous allez intervenir sur une friche qui est polluée, il y a des sujets, les habitants, est-ce qu'ils vont être bien ici ? Donc il y a cette opposition-là. Donc il faut continuer à faire de la pédagogie et concerter tout au long de l'opération. Quand je disais impliquer les habitants, ça veut dire qu'il faut aussi faire prendre conscience des enjeux de production du logement. Il y a des outils aussi pour les impliquer où on peut se dire, on met en place, voilà ce qu'on peut faire dans l'opération, on met en place un budget participatif, on peut travailler sur
faire des ateliers à bilan ouvert. Voilà les marges de manœuvre qu'on a, voilà les solutions vers lesquelles on peut aller, et regardez comment on peut se positionner ensemble vers telle ou telle solution intéressante d'aménagement et d'usage pour le projet. Et puis, il y a tout le volet urbanisme transitoire, activation du site qui me semble vraiment important pour faire prendre conscience aux habitants du potentiel de ces lieux, les faire venir sur place dès le départ des opérations, y compris avant les phases de chantier, pour mettre en place des usages, que ce soit des restaurations sur place, la guinguette, la buvette, le jardin partagé, faire travailler des associations qui vont pouvoir ancrer en fait des usages pendant la phase de projet et qui vont se pérenniser ensuite dans l'opération qui va vivre. Dans les phases d'aménagement, justement, on voit bien que quand on fait une démarche de concertation avec les usagers, la frontière entre le réel et le perçu est assez ténue. Comment, justement, Aurélien, c'est un petit peu du « je t'aime moi non plus » qui est souvent à l'œuvre. Comment vous travaillez justement avec ces usagers lorsqu'il faut leur faire prendre conscience, notamment sur la densité urbaine, par exemple, où là aussi la frontière entre ce qui est perçu et ce qui est réel est forcément un peu floue. Dans les démarches que l'on lance, en fait, dès le démarrage de l'opération, on crée un groupe de travail systématiquement avec les élus et les habitants, donc en fonction du degré et de la taille de l'opération, avec justement une diversité de personnes. Et le projet, quand il est porté par un territoire ou une collectivité, on a un intérêt public derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réglementations qui s'affirment, parce que finalement, c'est vrai que le ZAN est apparu pour certains choquant en fait l'année dernière dans la loi, mais ça fait quand même ça fait 8 à 10 ans qu'on en parle. Ça a posé plein de problèmes en fait. L'étalement urbain a posé quand même beaucoup de problèmes, y compris au niveau de l'agriculture. Et aujourd'hui, là, on a démocratisé, on a vulgarisé beaucoup de choses justement sur l'urbanisme, sur l'environnement, grâce à tout ce qui s'est dit sur la transition écologique, et les gens sont un petit peu plus avertis. Donc quand on va travailler, justement reconstruire la ville sur la ville, on n'est pas dans un champ. Effectivement, on va avoir des habitants, on va avoir des riverains, des riverains qui peuvent être opposants. Donc on va faire en sorte de les avoir autour de la table dès le départ, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, dans la démarche, en fait, il faut réussir à susciter l'intérêt des gens. Et ce qu'on remarque, j'ai eu des opérations en fait où les principaux opposants sont devenus les partisans les plus importants à la fin de l'opération. Simplement parce qu'on est revenu, on a fait toute une démarche qui est du paysage, urbanisme et psychologie, on va dire. On va s'intéresser au point de blocage des personnes. Parce que finalement, comme on en parlait, on a un paysage vécu, un paysage perçu, une ville désirable ou une ville qui ne l'est pas. Qui nécessite de se projeter. Et la projection, c'est le changement, souvent. Et le changement fait peur. On va en parler du changement, oui. Donc c'est presque une démarche psychologique. Pour moi, en fait, notre métier doit être psychologique, il doit être pédagogique. Et déjà, qu'on parle tous de la même chose, c'est-à-dire qu'on enlève, qu'on amène les gens à parler le même dialogue que nous. Il ne faut pas qu'on ait des experts d'un côté et des habitants de l'autre. Il faut qu'il y ait des personnes qui vont travailler un projet en commun. Qu'on soit pour ou contre dans ces sujets-là, en fait... dans ces réunions-là, on n'est pas à parler de est-ce qu'on est pour ou contre le projet, c'est comment on le met en œuvre. Donc c'est pas la même chose, on va dire, qu'une approche privée qui doit démontrer à un moment donné la pertinence de son projet. Nous, on a quelque chose qui est ancré, qui peut faire partie des règles d'urbanisme qu'on doit amener à mettre en œuvre. Donc comment bien le faire ? En fait, c'est ça pour moi la question quand on commence. Donc je dirais que c'est plus facile pour nous à ce niveau-là, mais l'idée c'est d'emmener les gens et surtout de ne pas chercher à avoir que des partisans, que des opposants, chercher à avoir vraiment tout le monde autour de la table. Et je trouve qu'en tout cas, les résultats qu'on a pu avoir sur quasiment tout ce qu'on a pu mener sous cette forme-là a été positif. Maintenant, voilà. Comment on dénoue, Fabien, ces ambiguïtés ? Comment, justement, on rend la densité plus acceptable aux yeux des usagers ? Alors, juste pour rebondir, sur la concertation, c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que l'imaginaire qui va découler du manque d'informations. On s'en rend compte, nous, quand on fait nos bornages sur des opérations immobilières, où les voisins qui ont été mal informés s'imaginent tout et n'importe quoi. C'est vrai que ça rajoute encore des délais à la concertation, mais ça ne peut pas faire de mal. Et quand on a un recours, pour le voir sur les opérations, quand il y a eu de la concertation, le dialogue n'est pas rompu et ça permet parfois d'en gagner derrière. Ça interroge aussi finalement sur la propriété, parce que la personne qui fait le recours, c'est le propriétaire riverain qui se réserve un petit peu son droit de propriété, qu'on dit comme sacré, et au détriment finalement des nouveaux propriétaires. Et ça nous amène à nous dire il faut quand même que tout le monde puisse avoir un logement.
Je vais revenir sur votre question. La Oui, question, je ne le dis pas. la question de la densité, puisque c'est aussi le désir des gens de ne pas vouloir d'immeubles à côté de chez eux. Nous, les géomètres, on est un peu surpris de... c'est le petit mauvais élève, en fait. La maison individuelle, c'est le bouc émissaire. Aujourd'hui, le ministère de la Transition écologique a encore récemment dit c'est le premier facteur d'artificialisation derrière les routes. Et on a été d'ailleurs surpris, la profession, au moment des débats qu'il y a eu au Sénat l'année dernière, un sénateur a dit il faut en finir avec les terrains de 1000 m². Et on aurait bien aimé lui répondre que les terrains de 1000 m², ça fait déjà quand même de très nombreuses années qu'on ne le fait plus. Comme tu as pu le dire, la loi ZAN, même si elle existe aujourd'hui en sa forme, il y a eu un peu ses prémices et on est sur une densification très forte. On crée des terrains de 300 m². Et je pense qu'on peut trouver aussi dans l'habitat individuel une solution à la densification, que ce soit dans le tissu parcellaire existant où il n'est pas toujours possible malheureusement de faire des actes, des immeubles ou des collectifs, et que l'on peut parfois arriver à créer un petit terrain à l'arrière pour répondre à une demande, ou alors en trouvant des formes d'habitat qui répondent à une vraie réalité, puisqu'aujourd'hui, la grande majorité des gens souhaitent toujours du logement individuel. Ce n'est pas possible partout, mais dans des territoires ruraux sur lesquels on intervient, nous aussi beaucoup les géomètres, je pense qu'on a une alternative à trouver. Il y a un petit schéma d'urbanisme assez simple sur une parcelle de 100 par 100 où on voit différentes formes d'habitat. Et on voit une grande tour, on dit dans cette tour-là on peut faire 80 logements, et on voit des petites maisons mitoyennes collées à touche-touche, et finalement sur la même surface, on arrive à sortir le même nombre de logements. Donc je pense qu'il ne faut pas sortir du débat le logement individuel, il faut savoir que ça correspond à un besoin et que pour le faire accepter, il faut qu'on arrive aussi à trouver l'équilibre entre les envies des futurs propriétaires et ce qu'on veut souhaiter faire pour la ville de demain. Éviter les discours un peu à l'emporte-pièce, les démarches de communication un peu hâtives, comme celle que vous décriviez. Mais est-ce qu'il y a une distinction par territoire en matière de densification, Corentin? Oui, ou les deux? Oui. On revient après. Je ne sais pas par territoire. En tout cas, pour revenir par exemple, en région Île-de-France, il y a une étude qui a été faite qui montrait que le potentiel justement de création d'une nouvelle maison dans un fond de parcelles, parce qu'il y a des parcelles qui sont très allongées, le potentiel était vraiment important à l'échelle de la région Île-de-France, et que ça permettait en plus de financer pour un propriétaire de financer la rénovation énergétique de sa maison en meulière. Donc le potentiel, il est fort là-dessus. Après, pour moi, la densification, c'est un paramètre qui est incontournable aujourd'hui sur les opérations d'aménagement, sur les projets urbains, parce que économiquement, c'est ce qui va permettre de sortir des opérations quand on travaille en friche, quand on travaille sur les entrées de ville, parce que écologiquement, on consomme moins de foncier, et puis socialement, c'est comme ça qu'on va répondre aux besoins de logement. Mais alors, il y a un problème d'acceptabilité, effectivement, de la densité, mais il faut quand même avoir à l'esprit que c'est aussi en construisant sur des nouveaux quartiers plus denses qu'on peut apporter les aménités, c'est-à-dire les services, des commerces, qu'on peut dégager aussi plus d'espaces publics, paysagers, de qualité, pour rendre ces nouveaux quartiers désirables. Et c'est comme ça qu'on va aussi justifier qu'il y ait des transports en commun qui viennent jusqu'à ces quartiers, qui soient plus efficaces. Donc la densité, c'est aussi une manière d'apporter de l'aménité, d'apporter du confort de vie et du service aux habitants. Avant de redonner la parole à Fabien, est-ce que vous m'évoquiez un peu une forme d'interventionnisme des élus qui était parfois un frein très lourd dans votre quotidien, justement? Vous pouvez développer un petit peu ce sujet de cette, Corentin, d'interventionnisme des élus? Pardon, ouais. Avant de redonner la parole à Fabien, et quels sont les freins, justement, et notamment cet interventionnisme? L'interventionnisme des élus, je ne sais pas si j'avais développé ce sujet-là. Comme étant un frein. Oui, alors le frein, moi je pense que sur les questions, il y a parfois quand même un dogmatisme qui est sur le quartier, il ne faut pas que ce soit plus de 200 logements. En fait, on se met des chiffres en tête. C'est-à-dire on va faire pas plus de 200 logements, on ne montrera pas plus de R+4. Donc il faut sortir peut-être pas de cet interventionnisme, parce que les élus sont aussi souverains dans les projets, il faut leur laisser cette prérogative-là, mais sortir d'un dogmatisme qui dit on ne va pas construire plus haut, peut-être que justement on peut avoir des diversités de formes urbaines où on va avoir des logements qui vont être hauts, mais des tours très fines. On a des exemples sur des opérations qu'on a faites autour d'un parc, on arrive à monter sans que ce soit du tout problématique et pesant. Et à côté, on peut avoir du logement qui est plus bas et des formes urbaines qui cohabitent et qui sont
vraiment en adéquation, quoi. Voilà. Fabien, vous vouliez... Je ne vais pas monopoliser la parole. Non, mais... Juste dire, l'habitat individuel est une solution, mais ça dépend aussi des territoires. C'est bien évidemment qu'il faut à chaque fois trouver des solutions et s'adapter à chaque secteur. On parlait de contraintes et de blocages qui empêchent de construire la ville sur la ville. Virginie, comment vous voyez ça, vous, du point de vue de votre chaire, de votre tour d'observation? Alors, il y aura forcément des problématiques et des contraintes à construire la ville sur la ville. C'est aussi d'énormes opportunités. Une des premières études qu'a mis en place la chaire, c'est le fait de transformer une friche. N'oublions pas que c'est un métrage carré très impressionnant, souvent déjà bien positionné, bien desservi par les services, etc. Donc, il y a un effet de contrainte, il y a de la déconstruction, de la dépollution, etc. Le fait de faire préparer un chantier, de tenir un chantier au milieu dans un lieu qui continue à vivre, mais par rapport aux enjeux sur le foncier, on est quand même plutôt sur des opportunités. Là où c'est compliqué, c'est que densifier quelque part, c'est changer le mode de vie potentiellement de tous les gens qui sont autour, au moins pendant la phase de travaux et par la suite. Et je pense qu'une des problématiques qu'on a, c'est le passif historique qu'on a sur les grands ensembles. C'est-à-dire construire des tours ou des bars, quand même avec sur une qualité de logement qui n'était pas significative, mais il faut prendre le recul de l'époque, et le fait surtout d'installer dans ces espaces des populations qui se sont appauvries progressivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous marqués par cette image pourtant historiquement située de la densification. Et quand la densification arrive, c'est ça qui fait peur. Surcroît de volume construit, on perd la lumière, on a l'impression de perdre l'air aussi, mais aussi la densité de population, d'une population qu'on ne connaît pas, dont on a peur qu'elle soit très différente, et pour le dire de façon peut-être très, très directe, plus pauvre que soi et pas dans les mêmes habitudes que soi. Et donc c'est ça qu'on protège, c'est sa tranquillité, le fait d'être seul ou seulement dans l'entre-soi. Et on est tous pris de ces enjeux-là. Donc c'est quelle densification, quelle densité on peut proposer ? Parler d'une densité qualitative, d'une ville compacte, avec des aménités, des services, évidemment, ça peut jouer. Mais je dirais que c'est long à faire advenir. C'est-à-dire que les arbres mettent du temps à pousser. Et donc le quartier, il n'est pas aussi, une fois qu'il sort, ce nouveau quartier, il n'est pas aussi joli que sur la photo, parce que ça n'arrivera que 4 à 5 ans plus tard. Il faut que tous les commerces soient là. La difficulté, c'est qu'on n'a pas le positif de la densification immédiatement quand elle s'affiche dans le paysage. Alors qu'en réalité, beaucoup des gens la souhaitent en termes d'accessibilité aux services. On est dans quelque chose où on veut un peu tout et son contraire. Mais la peur, la crainte de la densification, c'est des images historiques de la densité. Et elles sont très prégnantes encore dans nos villes, notamment les métropoles. Aurélien, vous souhaitiez... Oui. Je suis d'accord en fait sur ces notions-là. En fait, on va considérer la densification comme une opération à un moment donné. Il faut quand même se rappeler que quand on travaille sous la forme d'atelier avec des habitants, la densification des villes, la densité existait déjà avant. À un moment donné, on s'est permis de prendre plus nos aises par rapport en fait à l'aménagement du territoire. Et on a fait des stéréotypes, le lotissement, le grand ensemble. Et aujourd'hui, en fait, la plus grosse des luttes, je pense, c'est de déconstruire cette idée de la densité, parce qu'on a justement ce qui s'est fait dans les années 70-80 en référence, et qui se poursuivit par la suite. Donc là, on va plutôt nous chercher à revenir sur de l'essentiel. Et quelque part, à travers l'histoire, si on remonte un petit peu le temps, l'idée, c'est de voir comment le nouveau projet va s'inscrire dans la ville ancienne, contemporaine et future. Et du coup... l'objectif aussi, c'est de réussir à sortir des opérations. Parce que par exemple, dans une opération de renouvellement urbain où on va mettre pas mal de choses à plat, on est certes sur ce qu'on va retravailler sur du nouveau et du neuf qui va mettre du temps à prendre sa place. Pour autant, on a un tissu juste à côté ou même des fois dans l'opération qui est encore actif. Donc comment on utilise le déjà là comme un point de départ de la réflexion, comment on crée le lien et on favorise finalement ne pas travailler avec un périmètre donné, une opération, mais comment on dézoome pour finalement utiliser l'ancien et ce qui est déjà présent comme un élément qui permet finalement d'anticiper le fait qu'on va mettre quelques années à retrouver des rez-de-chaussée commerçants tous actifs, du végétal qui va prendre sa place de bonne dimension, parce qu'on n'est justement pas dans un no man's land. Il y a déjà des choses, il faut savoir s'appuyer
sur ces indemnités, sur ce qui est intéressant en fait dans la ville existante. Et Fabien, ne faudrait-il pas adapter la règle à chaque typologie de projet du coup ? Parce qu'il y a une réglementation, il y a des PLU, mais est-ce qu'en fonction du projet, on ne pourrait pas adapter On le fait déjà un peu parce qu'on appelle ça de l'urbanisme négocié. Les mairies nous disent vous pouvez monter jusque-là et puis on va les voir et puis après il faut trouver le bon équilibre. Donc on est déjà un petit peu dans ces débats-là. Pour moi, il s'agit vraiment d'une volonté politique de dire on veut construire, on veut faire du logement, tout le monde a besoin de se loger. On revient sur la question des recours. Moi je reviens toujours sur la propriété. Les riverains qui attaquent, en fait, ils sont en train de défendre leur propriété d'à côté. Ils ont l'impression que ça va la dévaluer parce qu'en fait ils sont malins. Virginie, oui. Et ils ont compris que leur propriété, c'est la base, on parle de pouvoir d'achat, c'est la base de tout ça. Et à partir du moment, dans les périodes de crise, on voit que les propriétaires occupants, c'est ceux qui résistent le mieux aussi. Et on pourrait s'interroger si politiquement, il ne faudrait pas s'engager dans ce débat-là. Tout le monde se descend dans la rue quand on a, c'est ce qu'on avait échangé, quand on a des augmentations, on parle de quelques centimes sur le prix de l'essence. Lorsque l'immobilier augmente, personne descend dans la rue. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment, il y ait un combat sur cette voie-là, en disant il faut construire, il faut offrir son logement à tout le monde, et c'est la garantie, c'est aussi une porte pour trouver des solutions aux retraites, et ça nécessite un vrai engagement politique. Là où on peut s'interroger, c'est que les pistes qui sont prises, finalement, dans cette défense de la propriété et mon statut un peu de géomètre où on est garant de la propriété, on voit qu'il y a des pistes qui sont un peu différentes. On parle du BRS, par exemple, où on est en train un peu d'imaginer une dissociation. Quand on a des débats, on parlait des centres-villes, on a finalement les collectivités ont du remords et se disent pourquoi est-ce qu'à l'époque on a vendu ces terrains-là. Ils se disent si on était resté propriétaire, on aurait fait des baux à construction et là aujourd'hui on aurait pu faire muter la ville. On a un modèle qui fonctionne, qui est peu médiatisé, qui est le modèle des grands ports maritimes. Dans les années 70, l'État a dit c'est un foncier stratégique. Le foncier des grands ports, on ne peut pas le vendre aux industriels, on le garde et on le gère. Et en fonction des industriels qui s'implantent, on leur donne des contrats de location pendant 20, 30, 40 ans pour qu'ils amortissent et que nous, on puisse maîtriser le foncier et le faire évoluer, le faire muter en fonction des activités dont on va avoir besoin, puisque l'activité dans le port n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était il y a 40 ans. Et moi, je me dis, est-ce que dans les réflexions qu'il va y avoir, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Mais est-ce que finalement, l'État ne va pas en venir à se dire, le foncier, c'est une valeur stratégique aujourd'hui. On le voit bien, que la base pour créer du logement, c'est le foncier. Quand on est dans du renouvellement urbain, c'est plus on va se servir en périphérie et on trouve ce qu'on a. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir une réflexion sur la propriété ? On parle des générations Z qui sont plus propriétaires de leurs équipements, qui les louent. Est-ce qu'au niveau de l'immobilier, ça va être la même chose ? On a du mal à l'imaginer, mais aujourd'hui, il faut savoir que les routes appartiennent à l'État. L'eau, c'est un service public. Les pompiers, la police. Est-ce que finalement, le foncier, ce ne serait pas un élément stratégique et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Voilà, c'est des sujets qui intéressent et qui interrogent et de se dire comment va évoluer tout ça. Corentin, un élément de réponse Oui. Alors, c'est pas que du foncier État, d'ailleurs. On voit qu'il y a des collectivités, pour certains types d'opérations, qui mettent ça en place, et je trouve super intéressant, sur des zones d'activité, par exemple Savoie Technolac. Ils sont partis sur ce dispositif-là parce qu'ils se disaient on a besoin de maîtriser les mutations dans le temps pour pas que les zones d'activité baissent en qualité. Donc on reste propriétaire du foncier, on fait des baux à construction et on renégocie à chaque fois avec la nouvelle entreprise qui s'installe pour le maintien de la qualité du bâti, et on a une maîtrise globale de la zone d'activité sur toute la durée de l'opération. Et nous, sur des opérations d'aménagement aujourd'hui, c'est des dispositifs qu'on propose aux collectivités. On leur dit, voilà, en tant qu'aménageur, eh bien, on vous propose ce dispositif, vous pourrez rester pour une partie propriétaire du foncier dans le cadre de baux à construction sur des durées longues, ça vous donne la maîtrise sur le long terme. Et c'est des dispositifs qui sont vraiment, je trouve, qui sont vraiment intéressants. C'est vrai, mais moi, je reste persuadé que tout le monde propriétaire de son logement, c'est un super objectif. Et c'est ce qu'on doit réussir à faire en tant qu'opérateur, c'est ce qu'il faut qu'on prône, parce que c'est la liberté de chacun, en fait, de pouvoir bénéficier de son logement et de se faire une petite réserve de capital avec ce biais-là. C'est quand même une sacrée opportunité. Avant de passer sur un sujet clivant qui est le stationnement, juste, est-ce que vous, dans les études, vous avez mené justement cette réflexion autour de la propriété telle que le décrit Fabien ? Alors, je pense que c'est un des enjeux, mais c'est peut-être un des plus gros morceaux qu'il va falloir avaler. Et donc là, on est sur des dynamiques très très longues. Le droit de la propriété, il structure le droit chez nous en France. Donc avant qu'on arrive à muter
sur ce segment qui sont les fondations sur lesquelles on est tous assis collectivement et individuellement, ça va être très très long. Pour les individus, la propriété, c'est une valeur refuge. On devient propriétaire pour vivre quelque part et être libre de l'aménager comme on souhaite. On devient surtout propriétaire pour être à l'abri à ses vieux jours. Donc, emmener toute une population à penser qu'elle pourrait ne pas être propriétaire de son sol ou changer ses manières de penser là, ça va être long et ça va être compliqué. Et il y a tout un travail de droit à faire. Ensuite, par contre, je pense que effectivement, l'idée de l'usage avance. Et donc, c'est peut-être comment remettre en jeu la propriété. Je pense que c'est une direction, mais c'est très long. Peut-être essayer de trouver le moyen plutôt de fluidifier les circulations entre les différentes propriétés. Plutôt le fait de pouvoir changer plus facilement ou de ne pas se dire que le coût de changement d'un logement, d'un déménagement, d'une revente, d'un rachat, y compris le coût symbolique, la crainte de rater l'opération ou d'y perdre ou d'y laisser trop de plumes, soit dissuasif en fait. On voit bien qu'il n'y a plus de mobilité résidentielle, ou beaucoup moins qu'il n'y en a eu, surtout dans les zones tendues. Et c'est là qu'on a un vrai sujet aussi pour que les gens soient confortables chez eux et puissent à terme devenir propriétaires de la forme de bien qu'ils souhaitent. Autre sujet clivant qui est un problème lorsqu'il conditionne la densité de la forme urbaine, c'est le stationnement. J'aimerais bien qu'on prenne quelques instants sur le stationnement, qui est un sujet majeur de la fabrique de la ville. Entre la règle et l'application, comment ça se passe aujourd'hui? On parle d'autopartage, d'emplacement vélo, les parkings silos. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur l'usage du stationnement aujourd'hui dans la fabrique de la ville? Aurélien? Aujourd'hui, le stationnement, c'est un peu le point de démarrage, malheureusement, même des fois de la configuration même d'un îlot et de son dimensionnement. Donc, c'est par rapport à ce qui existe maintenant. Et c'est vrai que la notion de transition, ça veut dire le changement progressif. Les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est déjà quelle place prend la voiture dans la ville, la réglementation des limites, précisant le nombre de stationnements à prévoir pour chacun des logements. On se retrouve du coup même des fois bloqué par rapport à la forme urbaine proposée au regard de cette logique de stationnement. Et voir comment ça va évoluer, parce que finalement, même si on se dit que, en fonction des territoires dans lesquels on travaille, on se rend compte que la voiture, elle est tout le temps présente, mais omniprésente, et dans la tête des personnes, en fait, ils ne se voient pas forcément vivre sans. Donc ça va prendre du temps. Combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut, les questions qu'on va se poser, est-ce qu'on doit avoir une approche drastique, c'est-à-dire que la règle en fait va imposer aux gens de plus l'avoir, de plus avoir cette voiture à disposition. Si c'est le cas, on peut peut-être le marquer. Après, il faut trouver les opérateurs qui vont tenter l'expérience de dire on accepte ces contraintes et on assume de créer un projet qui va correspondre à cette logique. Ou alors on va avoir des personnes qui vont nous dire de toute façon la voiture sera toujours omniprésente et on reste dans ce qu'on fait actuellement. Donc en gros, c'est toujours le moment clivant. En réunion, quel que soit le projet, qu'on soit sur de l'aménagement public ou privé, c'est la même chose, c'est la voiture qui revient en premier lieu. Donc, je tourne un peu autour du pot pour dire que oui, effectivement, c'est le point le plus compliqué à gérer aujourd'hui. Comment vous acceptez ces contraintes chez Nexity, Corentin, du stationnement? C'est toujours un sujet, il a raison, le stationnement. Moi, je suis toujours sidéré quand on arrive à se dire que c'est parce que l'emprise du stationnement en souterrain, ça fait 15 mètres de large, qu'il va falloir faire des bâtiments, des immeubles de logement de 15 mètres, ou de se dire qu'on ne va pas pouvoir densifier plus, monter plus, parce que sinon il faut rajouter un étage, un niveau de stationnement, et que ça conditionne la forme urbaine, ça conditionne les hauteurs. Donc effectivement, il faut bien repenser ça. Alors, on a parlé de parking silo, mais je trouve que c'est un outil qui est intéressant, qu'on développe de plus en plus. Déjà, quand on travaille en friche, ça évite d'intervenir en sous-sol et de travailler sur des sols pollués, d'excaver des terres. Ça permet aussi de se dire, si on arrive à positionner le silo à l'entrée d'un quartier, on peut faire des cœurs de quartier qui sont très dédiés aux piétons, très, très paysagers, et de créer aussi des pôles de mobilité dans ces parkings silos, où parfois, s'il y a des projets mixtes, c'est-à-dire logement, bureau, on va arriver à faire du foisonnement entre les deux. On va intégrer des solutions d'autopartage, et puis on peut aussi anticiper des conditions de réversibilité. Tout à l'heure, on parlait justement dissociation propriété, bail à construction. Le bail à construction, ça peut être aussi
un montage intéressant pour se dire la collectivité va rester propriétaire du foncier, et puis à terme, peut-être, si on a un autre usage, on démonte et on trouve une autre fonction pour ce site-là. Mais il faut anticiper à la fois sur les hauteurs des parkings, les dalles. Il faut quand même arriver à les intégrer, ces parkings silos, dans le quartier. C'est quand même pas rien, c'est des objets qui sont assez conséquents. Et sur les montages, pour ne pas être dans des systèmes de copropriété où à la fin, on n'arrivera plus à rien bouger. Voilà. Fabien, un petit mot sur justement la notion de stationnement, parking silo, réversibilité. Oui, c'est vrai que ça permet de s'interroger sur la réversibilité. Moi, j'avais travaillé, on avait accueilli un étudiant qui avait fait un travail de fin d'études sur ces projets-là, sur le territoire. Donc, j'interviens sur Nantes et sur la côte. Sur la côte, on est moins dense et on a souvent des nappes de stationnement extérieures. Et en anticipant la reconstruction de la ville, finalement, on vient bloquer un foncier où demain, on pourrait faire un bâtiment. Donc c'est vrai que ces stationnements interrogent aussi sur la façon dont ça va bouger. On est en train de nous dire que demain, on utilisera moins la voiture. Donc on s'interroge dans les opérations à se dire, on fait des stationnements, comment est-ce qu'on va le faire muter? Après, ce que je peux voir, moi, en tant que géomètre, c'est des solutions. On va avoir des parcs-lifts. Je ne sais pas si ça marche très bien, mais on voit pas mal de parcs-lifts dans les opérations. Du foisonnement, comme on en parlait, c'est vrai que, mais c'est plutôt réservé à certaines typologies et à des endroits où on est très dense. L'autopartage aussi. Dans le code de l'urbanisme, on a une règle qui permet, lorsqu'on met à disposition un autopartage, de réduire le nombre de stationnements. Alors c'est au bon vouloir de la collectivité, mais je pense que les collectivités sont en train d'intégrer cet aspect-là et acceptent finalement, avec cette justification de la voiture en autopartage, de réduire le stationnement. Emplacement vélo aussi? Alors l'emplacement vélo, je ne sais pas si ça joue sur le. Ça peut aussi jouer sur les stationnements. Il me semblait que 6 emplacements vélo valaient une place parking. Mais il y a des lois à réinventer. Qui confirme donc. Il y a des lois à réinventer là-dessus. Merci, parce que c'est vrai que le stationnement, ça coûte cher. Et quand on fait du stationnement, à la place, on ne fait pas du logement. D'accord. Et cette question de réversibilité, donc des immeubles mutables, réversibilité du logement, c'est une réalité aujourd'hui à laquelle vous êtes confronté? C'est un peu une idée farfelue ou je vois que si on fait abstraction des contraintes économiques, est-ce que c'est quelque chose, c'est une question que je peux poser à chacun d'entre vous, mais Virginie, est-ce que c'est quelque chose qui s'envisage aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est moi qui dois commencer. Peut-être finir. Corentin va commencer. Ouais, voilà. Alors oui, il y a des réalités. Nous, on a un exemple en ce moment, c'est qu'on réalise, c'est très atypique, hein, on réalise une partie du village des athlètes là, pour les JO de 2024, où il y a 2 temps, c'est-à-dire on va créer du logement pour les athlètes, où ils vont avoir il y a plus de chambres, plus de sanitaires, parce qu'il y a une salle de bain ou des sanitaires pour 4 personnes, il n'y aura pas de cuisine, il n'y a pas de parking, mais à ce moment-là, les sous-sols ou les rez-de-chaussée sont utilisés pour des salles de kiné, etc. Donc on anticipe, il y a des nouveaux dispositifs, on a eu un permis de construire double état, c'est-à-dire pour la phase JO et pour la phase ensuite héritage, où on va réinstaller les cuisines, mettre du stationnement, supprimer des cloisons. Donc il y a déjà des dispositifs qui permettent de faire ça. Après, ça a un coût. Là, sur les JO, ça représente, je crois, à peu près 5 à 6% qui est intégré du coût de l'opération, cette réversibilité-là. Maintenant, comment on arrive à le généraliser? Il y a plein de blocages. Il y a des blocages qui sont financiers, il y a des blocages qui sont juridiques, de fiscalité, assurantiels, parce que logement, bureau, c'est pas la même chose. Mais déjà, si on arrive à se dire, on fait des immeubles qui ont une trame qui est à peu près peut-être de 12-13 mètres, qui peuvent convenir à la fois pour du logement, en termes d'éclairage, pour du bureau, on n'est plus sur le paradigme de 15 mètres pour le logement, de 18 mètres pour le bureau, où on a des hauteurs sous dalles qui sont peut-être 2,70 m, et c'est le bon compromis pour logement bureau. Déjà, si on a ces trames-là, on va anticiper de la réversibilité. Et je trouve qu'il y a un deuxième sujet, c'est que aujourd'hui, les investisseurs, ceux qui étaient les investisseurs de bureaux hier, sont aussi des investisseurs institutionnels sur du logement, ce qui n'était pas le cas avant, mais ils reviennent sur du logement. Et je trouve qu'ils ont tout intérêt à avoir des actifs, des biens qui soient suffisamment réversibles, suffisamment mutables pour qu'ils soient liquides, en fait, et qui puissent changer d'usage et évoluer dans le temps, à condition de l'anticiper. C'est des sujets qui vous occupent au quotidien, cette notion de réversibilité? Oui, je pense qu'on a la notion de réversibilité, de modularité, et il faut aussi anticiper le fait qu'on ne maîtrise pas tout dès le départ. Ça, je pense qu'on sait quelque chose, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qui va se passer dans 5 ans aujourd'hui. Donc les différentes successions, même d'évolution de la manière de penser sur l'urbanisme depuis quelques années, nous montrent
Et c'est vrai que c'est le sujet principal. Comment dessiner quelque chose qui soit modulable, qui soit réversible, même au niveau de la planification ou du dessin d'urbanisme. Et je trouve que ça ouvre une dynamique assez intéressante par rapport à tout ce qui a été fait en monospécifique. Avant, on avait donc une zone d'activité pour l'activité, la ville pour habiter. Et aujourd'hui, on cherche plutôt, dans la modularité, à offrir ce que demande aussi une majorité de la population, d'avoir cette mixité dans la ville, qu'on ne soit pas dans du monospécifique, qu'on n'aille pas travailler un endroit, vivre dans un autre. Donc ces notions de trame, justement, variées et qui peuvent permettre d'avoir différents usages ou différentes destinations, nous amènent à repenser la ville, du coup, avec plusieurs, vraiment regrouper un certain nombre d'activités dans le même espace. Finalement, Virginie, vous aviez raison de conclure sur le à moins que non. Fabien, vous vouliez dire un petit mot? Je rebondissais à chaud parce que très vite à tu chaud. parles de dynamique. Et je trouve ça très stimulant quand, Corentin, tu nous dis que tu construis des bâtiments en imaginant demain comment ça va évoluer. Tout est à faire, tout est à créer, et c'est vrai qu'on est formaté sur un certain modèle. Je reviens sur l'étudiant avec qui on avait travaillé sur son travail de fin d'études, sur la densification, comment construire des immeubles qu'on puisse densifier plus tard. Et on avait imaginé créer des réserves foncières au-dessus du bâtiment. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on construit, on vend, et après, vous partez, vous, promoteurs, et vous n'avez plus la main, alors que vous avez finalement une réserve foncière au-dessus. On sait que la ville va se densifier. Aujourd'hui, on vous permet R+4. Dans 10-15 ans, si on permet R+8, bah finalement, vous avez tout vendu, alors que vous auriez gardé ce volume qui finalement ne vous coûtait pas grand-chose. Et dans 10-15 ans, vous y reveniez sans avoir à négocier avec un propriétaire, sans avoir besoin de mettre la main à la poche. Et en fait, c'est juste qu'il faut qu'on sorte un peu de nos trames classiques et qu'on essaye de se dire, la ville évolue, comment est-ce qu'on fait pour le faire évoluer? Et je trouve ça extrêmement stimulant, et il y a plein d'idées à imaginer. Bah, vous avez la question, c'est justement, et ça nous ramène un petit peu dans la fabrique de la ville, sur la notion des 3 temps. Immédiatement, moyen terme, long terme. C'est un sujet qui avait été évoqué dans Urgence, un des chapitres d'Urgence, mais justement, là, en tant que sociologue, si on peut apporter un peu un éclairage sur la fabrique de la ville, maintenant, là, urgemment, et puis effectivement, créer de la réserve, comment on peut envisager cela? Je pense que c'est là toute la complexité, c'est-à-dire qu'on voit bien avec les différents échanges qu'on a que toutes les questions arrivent en même temps, qu'elles se tiennent, voiture égale parking, égale modalité de la construction, format des logements, etc. Et c'est extrêmement difficile de les traiter de front, dans l'immédiateté, surtout que là, on est dans une situation pour les acteurs qui est une situation difficile, on est au bord de la crise qui peut devenir dramatique pour certains d'entre eux. Donc on est dans la gestion de l'urgence ne permet pas forcément d'inventer ces formes. Par contre, et surtout, on ne peut pas traiter ce package d'interrogations et de problématiques en une seule masse. Par contre, on se rend bien compte, quand on est du point de vue des chercheurs, quand on a la possibilité de faire un petit peu le tour de tout ce qui se passe, que chacun dans son coin fait face à l'urgence, mais surtout tente une projection vers le futur. Et par des petites modifications, des petites inventions, des manières de penser la réversibilité, des manières d'intégrer la réflexion des habitants en amont, des manières de trouver des nouvelles manières de dialoguer ou de contractualiser avec les pouvoirs publics, on sent qu'il y a des tentatives de sortie. Et c'est en surveillant ces tentatives de sortie, si modestes soient-elles, parce qu'encore une fois, la solution miracle n'apparaîtra pas, qu'on va pouvoir, je dirais, qui vont être challengés dans le temps, je pense en 5 à 10 ans, c'est fait, qu'on va pouvoir trouver des recettes qui feront leurs preuves. Donc c'est un peu de dire, en fait, l'urgence, vous la traitez, vous la connaissez, vous le faites plutôt bien, je pense, mais que quasiment la projection maintenant, elle n'est plus qu'à moyen et long terme. On met du temps à chercher, à trouver les formes qui vont permettre la sortie de crise. Et je pense que ça, ça dit aussi quelque chose des modèles économiques et des modalités de financement des opérations. On est sur des réflexions, plutôt 10, 15, 20 ans, peut-être même 50 pour les transformations par rapport à la propriété ou à la voiture. Mais voilà, il y a déjà des prémices. Vous êtes en train tous d'essayer de faire quelque chose à votre échelle. C'est cette mise en commun des initiatives qui redonnerait de la fluidité à la production de logements? Alors, la mise en commun. Le faire de la recherche et développement, c'est l'avenir, mais c'est toujours un coût. Donc la mise en commun, elle n'est pas forcément simple et elle ne peut pas se faire immédiatement. En revanche, il y a des acteurs qui sont là pour participer à la mettre
à ce partage. Ça peut être la recherche, ça peut être les collectivités dans leur manière de financer, ou l'État à travers le PUCA, par exemple, qui finance aussi des études. Je dirais que les outils de mise en commun existent. Par contre, il ne faut pas se leurrer sur le fait que chacun cherche à alimenter sa propre vie et sa propre survie. Et parfois, cette concurrence, elle peut être stimulante. Donc, encore une fois, c'est avec les conditions du partage. Il va falloir partager les coûts et les bénéfices. Et ça, cette péréquation-là, c'est du travail politique, au sens noble du terme. On parlait à la dernière cérémonie de la Fédération des promoteurs d'immobilier, on parlait de conduite du changement. Donc ce changement qui est permanent, mais qui va transformer les métiers. Comment vous l'envisagez, vous, au niveau de la Chambre départementale des géomètres experts? À quelle transformation on doit s'attendre, notre public dans la salle doit s'attendre dans les prochaines années sur justement la fabrique de la ville et la manière de produire du logement? Ça interroge beaucoup parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une évolution, on est vraiment dans une révolution de la façon de faire. Assez simplement, on a envie de voir la densification arriver. Après, il faut rappeler aussi que la loi ZAN, c'est vraiment une trajectoire. C'est-à-dire que l'objectif, c'est 2050. On a quand même 27 ans qui vont s'écouler. On a le temps de voir venir, mais donc ça va se faire doucement. À voir si les politiques, quand s'ils changent, est-ce que cette loi va changer ou pas. Mais en tout cas, il faut se laisser le temps de vivre cette révolution. Parce que oui, effectivement, tout va changer, notre façon de construire. Aurélien, à quelle transformation s'attendre, mais qu'est-ce qu'il faudrait effectivement changer? Peut-être changer soi-même. On parlait d'ego au téléphone, enfin de la relation dans le dialogue. Qu'est-ce qui sera changé immédiatement pour pouvoir vivre cette conduite du changement? Je pense qu'effectivement, l'ego est quelque chose qui est... on en a pas discuté ensemble, mais c'est quelque chose qui est assez important. C'est-à-dire qu'on a tous un passé, on a tous travaillé sur plein de projets. Pour autant, je pense plus on avance, en tout cas plus j'avance dans ma carrière, plus je me rends compte que je connais pas grand-chose. Pourtant, on fait beaucoup de choses différentes et accepter à un moment donné que justement ne pas savoir, c'est quelque chose, ça fait partie justement d'une notion. On va toujours rechercher quelque chose de nouveau. Ça fait qu'on peut vraiment, si on arrive à plus dire qu'on doit être le spécialiste, quelqu'un ayant une position particulière par rapport aux autres, en fait, on peut vraiment travailler. Et je vois en urbanisme, on en parle même avec des confrères, on a des outils de travail qui sont les plans, les documents en fait, graphiques. Et ce qu'on se rend compte quand on se met à plusieurs à travailler, c'est que le plan, sur une même séance, peut prendre plusieurs formes. Donc des fois, pour se poser les bonnes questions, on a tendance à représenter les choses non plus sous forme de plan dans une démarche de projet qui va durer 20 ans, mais sous la forme, en fait, la dernière qu'on a faite, c'était un arbre avec plusieurs branches, en se disant qu'une branche peut être coupée, en fait, il y en aura une autre qui va pousser, et ce qui vaut que, dans nos métiers, il faut qu'on arrive toujours à avoir cette envie de voir cette nouvelle branche pousser. Donc quand on parlait d'ego, c'était ça, c'est de se dire que je pense qu'il est important que le politique reste politique parce qu'il a justement cette vision d'ensemble à porter. On a besoin justement de cette vision d'ensemble parce qu'on parle d'utilité publique, on parle d'argent public. Le promoteur en fait a sa vision des choses, le concepteur aussi, l'usager, on va dire le géomètre, on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Mais en fait, on se rend compte que la réponse, elle ne va pas forcément appartenir à un corps de métier, on va être dans du systémique. Et un bon projet aujourd'hui, je trouve en tout cas que les bonnes réponses ne seront jamais lorsqu'on va cocher toutes les cases. On ne sera pas bons élèves sur tout. Par contre, le sujet principal, c'est justement comment on va faire pour le mieux avec ce que l'on maîtrise aujourd'hui et quelle part on va laisser dans l'urbanisme pour demain, en fait, aux innovations qui sont des fois des choses assez simples. Hein. Les meilleures innovations aujourd'hui sont revenir à la sobriété. Donc, j'ai eu du mal des fois à associer ce mot innovation à sobriété, parce que on nous demande des fois comment on travaille, quelle innovation on apporte. Et je pense que justement, l'innovation, c'est de se dire que on peut repartir des bases saines d'un déjà là présent, en fait, et de voir comment on va le développer de manière spontanée et des fois en toute sobriété. Donc, je ne sais pas si ce que je veux dire, ce que je dis dit grand-chose. Je suis un peu mélangé. Un rôle à jouer plus qu'un combat à mener, Corentin, non? On peut dire ça? Parce que j'ai lu récemment, il y avait des prises de parole qui disaient on mène un combat au quotidien face aux réglementations, etc. etc. Est-ce que plutôt de le voir sous la facette d'un rôle à jouer dans votre quotidien, c'est d'aménageur? Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Alors, je voulais réagir sur ce qui a été dit. Mais oui, alors le combat, il est évident. C'est-à-dire que les contraintes sont de plus en plus fortes pour faire la ville. Il y a une urgence et il y a une responsabilité pour travailler sur ces sujets de quartiers qui nous engagent sur 50, sur 100 ans, parce que ça va rester longtemps, sur la production de logements, et des injonctions contradictoires sur intervenir sur du foncier qui va être cher à dépolluer, à acheter, des coûts de construction qui augmentent, des objectifs environnementaux, et une intention qualitative des projets qui est vraiment au plus haut. Donc oui, ça c'est un combat. Je trouve que c'était intéressant ce qui était dit, l'approche aller vers plus de frugalité, parce que c'est ça aussi, faut travailler. À la fois, il y a une dichotomie, c'est-à-dire à la fois, on nous demande d'être plus sobre, d'être plus frugal. Il y a Philippe Madec là, qui emploie le terme de frugalité heureuse, et je pense qu'il faut aller vers ça. Et en même temps, nos métiers vont demander vachement de technicité aussi pour pouvoir intervenir sur des montages, pour pouvoir intervenir sur de l'existant. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche technique. Là, on vient de créer une marque qui s'appelle Héritage, qui travaille sur la régénération urbaine. C'est quand même des métiers qui demandent un savoir-faire très particulier. On travaille aussi sur le hors-site. On a fait un partenariat avec Topat, une société anglo-saxonne, pour construire en usine, en 3D, assembler en usine, construire en usine qu'on vient assembler sur les chantiers pour des chantiers qui soient plus rapides, qui soient bas carbone, faible nuisance. Donc on a à la fois cette injonction de faire frugal, il faut aller vers ça, et en même temps des métiers qui vont aller vers de la technicité et de la spécialité. Fabien, petit mot de la fin. On cite Pierre Rabhi dans notre conférence, donc c'est quand même sur la frugalité heureuse. C'est un mot sobriété, oui. C'est sobriété heureuse. C'est un mot que vous employez aussi dans votre quotidien ? Alors nous, le thème du congrès des géomètres, c'est les assises nationales de la sobriété foncière. Donc c'est un peu la tarte à la crème du moment, la sobriété. On l'entend à toutes les sauces. Mais c'est vrai que ça nous interroge beaucoup parce qu'on associe à ce terme de sobriété souvent un peu la décroissance, comme tu l'évoquais un peu presque. C'est ça qui nous interroge, de nous dire comment est-ce que l'on va réussir à relever le défi de construire et en même temps de respecter cette injonction de sobriété. Très belle question en forme de conclusion, mais je pense qu'il y a peut-être des questions dans la salle. J'imagine que oui. Marie-Hélène, une question. Juste avant de terminer, je peux vous dire, franchement, c'est une conférence que j'aurais pu animer avec chacun individuellement pendant 2 heures, tellement ils avaient encore des choses à dire. Donc n'hésitez pas après les interpeller pendant le cocktail déjeunatoire. Marie-Hélène ? Oui, bonjour. Je voulais juste apporter un témoignage en tant qu'aménageur sur ce qu'a changé, ce que changera donc le ZAN dans nos métiers. D'abord, une constatation. Hier, en fait, quand on aménageait, on additionnait des programmes dans une ville, programmes de zone d'activité, programmes de lotissement. En fait, on les ajoutait les uns à côté des autres sans se poser la question de la sobriété foncière et de savoir en fait comment économiser notre foncier. On n'avait pas de souci de foncier. On n'allait pas jusqu'à dire le gaspiller, puisque le mot gaspillage foncier n'existait même pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est déjà une sérieuse différence dans la façon d'aménager le territoire. Après, la loi ZAN aussi nous permet de se poser la question de la définition du foncier. Qu'est-ce qu'est le foncier ? Est-ce que le foncier est une source, une ressource ? C'est-à-dire qu'en fait, on peut le regarder comme une ressource parce qu'il y a de la biodiversité, support de biodiversité. Ça peut être aussi le support essayer de retenir l'eau. Ça peut donc avoir différentes définitions du foncier, mais également le foncier peut être recyclé. Quand je parle de recyclage, c'est-à-dire de démontage, en fait, quand on a par exemple un parking silo qui se démonte. On l'a évoqué. Exactement. Donc là, effectivement. Non, je dis pas que mes propos vont à l'encontre. C'est un témoignage, effectivement, où les intervenants l'ont bien spécifié. Donc ça peut être du recyclage, ça peut être également de la réversibilité, c'est ce qu'on a dit, et aussi également de la maîtrise foncière. Je pense que la question de la maîtrise foncière aujourd'hui est très importante. Qui doit maîtriser le foncier ? Est-ce que c'est les collectivités ? Est-ce que ce sont les propriétés ? Et nous,
donc, chez nous, donc Alter, pour pouvoir aller chercher des programmes, on n'hésite pas à monter des portages, des portages foncières, des foncières, pour justement maîtriser ce foncier, parce que dans, par exemple, du centre ancien, entre le moment où on veut effectivement rénover des logements et qu'il y a des commerces en dessous, les commerces ne peuvent venir que lorsqu'il y a des logements. Donc en fait, c'est une aide. Tout ce qui est foncière est une aide aujourd'hui dans l'urbanisme pour pouvoir nous projeter sur demain. Je pense que c'est aussi une façon de... C'est un témoignage complémentaire de ce qui a été évoqué aujourd'hui. Une question peut-être, parce que profiter d'avoir l'expertise. Non, mais c'était super intéressant. Je voulais juste apporter un témoignage. Excuse-moi si effectivement ça a été déjà passé. C'est un témoignage qui est complémentaire, pas de souci. Mais derrière, effectivement, ça pose des questions, des questions de mobilité résidentielle. En fait, quels sont les outils derrière qui permettent de toutes ces réversibilités, recyclage, etc. C'est ce qu'on évoquait à travers l'interdépendance de l'ensemble des facteurs. Excuse-moi, Jean-Alain, c'était un témoignage. Ce n'était pas du tout pour aller en contradiction avec tout ce qui a été dit, qui était très intéressant. Allez, je te laisse la parole. Merci. Peut-être une question. Moi, je ne vois pas, mais Bertrand peut-être voit. Non, mais on aura des questions autour des petits fours et des verres. Mais ceci étant, s'il y en a une, il y en a une. Ah, si, il y a une question. Ah, bah alors. Alors moi, je vais en faire une double, mais simple. La première, je vous interroge tous les quatre. Pour vous, aujourd'hui, quelle est, dans cette nécessité d'imaginer des équipes plurielles pour reconstruire la ville sur elle-même, quel est le pilote idéal de ces équipes plurielles? Et deuxième question, sur laquelle je bute personnellement et professionnellement depuis pas mal d'années, quel est le meilleur moyen ou quel est le meilleur mode pour acculturer les élus à l'urbain et acculturer aussi les citoyens, parce qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord pour les associer, mais on se rend compte que très vite, on rentre dans la problématique du autour de soi et en oubliant les problématiques générales, on va dire. Merci. On ne va pas pouvoir faire les quatre, donc qui se lance sur la réponse? Fabien, peut-être? Juste un petit mot sur la question des élus. C'est vrai qu'en fonction des volontés politiques de construire, c'est plus ou moins évident parce qu'on se retrouve toujours derrière avec les mandats qui reviennent rapidement. Et c'est vrai qu'on a une vision toujours de se dire il ne faut pas que je me fasse mal voir. Le maire bâtisseur, parfois c'est compliqué quand on repasse dans les urnes. Il y avait eu des débats à un moment dans la profession de se dire est-ce qu'il ne faut pas que ça vienne de plus haut, que ce soit l'État et que finalement le maire se décharge en disant c'est pas moi qui fais construire la ville, donc j'y suis pour rien, continuez de voter pour moi. Et en même temps, c'est lui enlever un pouvoir hyper important, construire sa ville. C'est normal que ça revienne au maire. Voilà, c'est vrai que j'ai pas la solution, mais ça avait été imaginé en ce point-là. Alors ça, je pense que pour le coup, c'est une question qui relève carrément, c'est l'enjeu de la démocratie. C'est-à-dire que si on se dit que nos élus doivent, d'une manière ou d'une autre, devenir compétents sur tous les sujets qui les intéressent, de fait, on choisit de porter à ces postes de responsabilité une forme d'élite qui a accès à la formation. C'est pas comme ça qu'on a décidé de fonctionner. Donc que nos élus soient sensibilisés, je pense qu'ils le sont en réalité, par leurs services, par les expériences qu'ils accumulent, parce que beaucoup font plusieurs mandats. La question, je pense que c'est plutôt à l'intérieur des services, s'assurer et là, il pourrait y avoir des questions si on n'a pas peur d'ouvrir les boîtes noires sur la formation et le recrutement des fonctionnaires. Comment on s'assure que les élus, partout où ils sont, et ils ne sont pas tous dans des métropoles attractives pour des profils très qualifiés, bénéficient de l'expertise dont ils ont besoin pour travailler. Sur des très petites communes, il y avait un article ce matin dans Le Monde ou dans Libération sur le fait que les secrétaires de mairie vont bientôt disparaître. Il y a des mairies qui vont cesser de fonctionner. Donc on est sur cet enjeu-là, c'est l'expertise. Donc il y a des agences qui proposent de mettre des capacités à disposition, mais quand on l'a pas,
chez soi, c'est difficile de se l'approprier. Donc il faut des intermédiaires, mais ces intermédiaires, il faut les créer, il faut aussi les rémunérer. Et je dirais que c'est un peu la même chose pour les habitants. Il y a une forme d'illusion à se dire qu'on va pouvoir amener tout le monde au niveau de compétence tel qui va pouvoir arbitrer en toute objectivité sur les sujets. En revanche, il y a des personnes qui peuvent créer les conditions de possibilité d'un dialogue sur certains espaces, sur certains segments. Et là, je pense qu'on a quelqu'un autour de la table qui le fait très bien. L'enjeu de la multiplication de ces acteurs, c'est encore une fois le fait que tout travail mérite un salaire. Il va falloir financer ces démarches d'accompagnement au dialogue des uns et des autres. Donc est-ce qu'il y a du financement public qui arrive sur certains espaces qu'on sait très contraints, où il y a beaucoup d'enjeux? Est-ce que c'est une part des bilans des opérations, parce que ça permet d'en faire peut-être des économies par ailleurs? Je pense que c'est des tiers, beaucoup des tiers qui donnent au moins le change sur le fait d'être pas directement intéressé à une option ou une autre. Ça permet déjà quelque chose, mais c'est un investissement supplémentaire. Merci Virginie. Il y a encore tant de choses à dire. Je pense que vous auriez encore J'ai temps de parole si on vous en donnait. Plein de questions. Mais voilà, ce que je vous propose, c'est peut-être de continuer les questions, les échanges autour de notre cocktail déjeunatoire. Je remercie évidemment nos intervenants, 4 intervenants. Merci Jean-Alain. Merci à Justine qui nous a, comme d'habitude, organisé ça de main de maître. Et c'était pas forcément facile pour elle, je le sais. Merci à vous tous et on se retrouve tout de suite. Merci.